À 11 ans, moi, je demeure en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. Et sans parler à mon père puis à ma mère, je fais des démarches pour aller au séminaire Saint-François, chez les Capucins. À l'époque, je voulais devenir missionnaire. Alors, au mois de juin, au mois d'août, fin août, 56, j'arrive chez les Capucins, à Cap-Rouge. Alors, c'était un méchant voyage à l'époque, de Cap-Rouge à Saint-Anne-des-Monts. Et puis là, je fais mon élément français jusqu'au milieu de rhétorique. Puis je joue au hockey sur la première ligne, je suis un bon joueur de hockey. Et c'est là qu'en fait, j'ai l'habitude de dire que c'est là que j'ai tout appris. Parce que 7 jours par semaine, on étudiait 7 jours par semaine. On faisait du sport, on faisait du football, du hockey, on faisait du théâtre. J'ai été directeur du journal, c'est là que j'ai pris la piqûre du journalisme. Et au milieu de rhétorique, ben là, je me suis rendu compte que j'avais perdu la vocation. Alors je suis allé, mes parents demeuraient à ce moment-là à Chicoutimi, je suis allé au collège de Jonquière pour finir les philo. Et je m'étais dit, je voulais devenir journaliste. Sauf que je me suis dit, il faut que j'aie un peu de connaissance de ce que c'est le milieu de travail. Alors j'ai été fonctionnaire au ministère des Transports. Il fallait que je vérifie une colonne pour voir si l'autre colonne était correcte, était semblable. Et c'était proprement abrutissant, ce genre de job-là. Puis je me mettais des objectifs personnels parce que je serais devenu fou, je pense. Alors je me disais, bon, 900 dans ma journée, après ça c'était 1000, après ça 1500. Mais à un moment donné, il y avait un vieux bonhomme qui fumait la pipe, qui portait le même nom que mon grand-père, Philippe Rioux. Il vient me voir. Il dit, toi, Michel Rioux, là, tu ne seras pas ici tout le temps. Tu vas faire d'autres choses dans la vie. J'ai dit, ouais. Mais il dit, tous ceux qui sont ici, là, ils sont ici pour tout le temps. Ce qui fait que toi, quand tu en fais 1500 dans ta journée, puis que nous autres, on en fait 400, 500, c'est pas bon pour le groupe. Ça fait. Là, j'ai compris qu'on ne peut pas se sauver tout seul. Tu comprends-tu? On ne peut pas se sauver tout seul, puis on ne peut pas faire comme si le groupe n'existait pas, comme si le collectif n'existait pas. Moi, j'étais dans une démarche de survie individuelle. Tu sais, je me donnais des objectifs pour me stimuler, mais c'est sûr que si j'avais eu comme perspective de vie de faire 40 ans dans cette job-là, je me serais modéré les transports. Alors ça, c'est une leçon de vie que j'ai eue. Ensuite, j'ai vendu de l'assurance. Mon père était agent d'assurance. J'ai fait un peu d'assurance. Après ça, je me suis fait engager à la boulangerie Vaillancourt, dans Saint-Malo, à Québec. J'étais au début préposé au hot dog de nuit.
au pain hot dog de nuit. Puis après ça, on m'a mis à la Tire Sainte-Catherine. Mais à ce moment-là, mon année de travail, tu sais, que je voulais faire, ça s'est terminé. Je suis allé poser ma candidature au Journal Le Soleil. À cette époque-là, c'était facile d'avoir des jobs. Alors, je suis entré, 2 jours plus tard, j'étais journaliste au Soleil. Ça a duré 6 mois. J'étais correspondant, j'étais devenu chroniqueur syndical. Alors, il y avait une grève dans un poste de radio qui s'appelait CKCV à Québec, qui était propriété de M. Baribeau, qui faisait des outils en bois. Baribeau Craft, des turbans, etc., à Lévis, qui était un grand ami du colonel Gilbert, propriétaire du Soleil. Alors, il y avait un conflit là. J'étais allé au Conseil du travail de la FTQ, et il y avait une résolution qui avait été prise pour appuyer les grévistes de CKCV. J'ai téléphoné au propriétaire qui n'a pas voulu me donner d'entrevue. Alors, je suis arrivé avec mon article, et puis le chef de pupitre, il dit, Rio, la compagnie, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, j'ai dit, ils ne veulent pas parler. Ben, il dit, s'ils ne veulent pas parler, il n'y aura pas d'article. Ben, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, moi, j'ai dit, je ne suis pas chroniqueur patronal, je suis chroniqueur syndical. Le lendemain, j'étais chroniqueur municipal à Charlebourg, puis 3 jours plus tard, j'étais congédié. Alors, pendant 2 ans, j'ai été pigiste. J'écrivais des articles dans le Maclean, dans le Petit Journal, des choses comme ça. Et ensuite, je suis entré au ministère des Affaires intergouvernementales. Quand Jean-Jacques Bertrand est devenu premier ministre après la mort de Daniel Johnson, la position du Québec face à Ottawa, on s'est plutôt mis à plat ventre que debout. Et moi, il y avait Laurent Laplante, qui était le rédacteur en chef du journal d'Action, l'ancienne Action catholique. Et il m'a fait une approche, alors je suis allé travailler à l'Action. J'ai été là pendant 1 an. Quand Québec Presse a été lancé en 69, j'étais à Québec, puis c'est Gérald Godin et Jacques Blé qui m'avaient rencontré. Et puis je suis devenu chroniqueur à Québec pour le journal Québec Presse. Puis quelques mois plus tard, en novembre 69, je suis entré à la CSN, au service d'information. Puis j'étais là 30 ans. Quand je suis arrivé à la CSN, j'ai été identifié comme le gars de Québec. Puis Québec, à l'époque, on a su par la suite comment ça se... Tu sais, la scission de la CSN, les 3D en 1972. Moi, je l'ai identifié québécois, donc à droite. Alors, c'était très froid comme réception, mais à un moment donné, après quelques mois, ils se sont rendus compte que la réputation qu'ils m'avaient faite n'était pas correcte, puis j'ai vécu des choses fort intéressantes avec ce monde-là. Par exemple, en 1970, les événements d'octobre. Les événements d'octobre, le seul endroit qui était encore vivant le matin où Pierre Laporte a été trouvé mort dans le coffre d'auto, c'était la CSN. On a organisé une conférence de presse au Milan Saint-Denis avec le président de la CSN, Marcel Pepin, le président de la FTQ, Louis Laberge, Yvon Charbonneau, président de la CLQ, Claude Ryan et René Lévesque, pour dénoncer cette mort-là et inviter le gouvernement à négocier. Et c'est un de mes souvenirs les plus permanents. C'est moi qui ai écrit le communiqué de ces 5 personnes-là qui a été émis la journée de la mort de Pierre Laporte. Et René Lévesque, dans mon bureau, a écrit un texte de 6 ou 7 pages, 8,5-14 quadrillés, que la secrétaire a tapé au dactylo, et puis qu'elle a ensuite jeté dans la poubelle, puis moi je l'ai ramassé. Puis j'ai toujours ce texte-là écrit par René Lévesque le jour de la mort de Pierre Laporte. C'était des années assez, je dirais, trépidantes et touffues. Parce que tout de suite après, ça a été l'organisation du premier Front commun. Parce que les négociations précédentes, la FTQ, la CLQ, la CSN se présentaient en ordre dispersé. C'est en février 1971 où le Conseil confédéral de la CSN, ça c'est l'instance suprême entre les congrès, c'est le Conseil confédéral qui décide. Là, la FAS, la Fédération des affaires sociales du temps, avec Norbert Rodrigue qui en était le président,
et le syndicat des fonctionnaires provinciaux, c'est Jean-Paul Breleux qui était le président. Là, Breleux a proposé, puis Norbert a appuyé, qu'on s'arrange pour avoir un front commun au moins interne à la CSN. Le Front commun a été créé parce que le gouvernement amenait une nouvelle approche au niveau des négociations, notamment au niveau salarial, et c'était d'avoir une politique unique pour l'ensemble du secteur public et parapublic. C'était de voir avec nos camarades de la FTQ et de la CEQ à l'époque, les enseignants, si on pouvait pas mettre sur pied un front commun pour avoir une seule et une table de négociation où on regroupait les 210 000 travailleurs du secteur public et parapublic à l'époque. Parce que tu ne fais pas un front commun pour faire une négociation traditionnelle. Ce que tu es capable d'avoir tout seul, tu n'es pas obligé de mettre tout le monde ensemble pour l'avoir. Si tu veux avoir un 5 d'augmentation de salaire à l'époque, tu comprends bien que... Et c'est là qu'on avait pensé aux 100 $ semaine. Le Front commun a provoqué une scission. C'était, en fait, il faut dire que Marcel Pépin avait démissionné. Elle avait démissionné en juin 1971. Parce que les tensions étaient devenues trop difficiles à l'exécutif. Il se faisait toujours bloquer parce qu'il était minoritaire avec Raymond Parent. Il y avait les 2B puis les 3D. Raymond Parent, Marcel Pépin, Daigle, Dion, Dalpé. Bon. Alors, il annonce qu'il va quitter la présidence au Conseil confédéral d'octobre 1971. En tout cas, moi, j'ai travaillé au corps pour qu'il reste. Et c'est à ce moment-là qu'on écrit le manifeste qui commence. Le premier, c'est en septembre. Il n'y a plus d'avenir pour le Québec dans le système économique actuel. Le Conseil confédéral donne mandat à l'exécutif de poursuivre le travail. Un mois plus tard, le 4 octobre, fête de Saint-François d'Assise, le document est livré au Conseil confédéral. C'est un standing ovation incroyable. Puis on s'en va dîner au Montréal Barbecue. C'était avec Marcel Pépin. Puis le groupe des 3D sont arrivés. Puis là, Dalpé est venu nous voir. Dalpé avait toujours eu dans la tête de devenir président. Dalpé avait sa lettre d'acceptation de la présidence dans sa poche. Au retour, Marcel Pépin, il dit j'aurai une déclaration à faire. Je reste. Oh là là. La déconfiture. Puis là, on est en octobre 71. L'histoire des 3D, c'est en mai 72. Alors, les 3D ont ruminé leur défaite parce que si Pépin partait, c'est sûr que la CSN qu'on connaît 50 ans plus tard, elle serait plus pareille. Ça aurait été très, très, très différent. Il faut dire que le trésorier Jacques Dion, le vice-président Paul-Émile Dalpé, étaient des militants du Parti libéral. Alors, le Parti libéral étant attaqué de front par la CSN, il n'était plus capable de rester là. Puis les positions progressistes que Marcel Pépin prenait. C'est sûr que le Conseil central de Montréal était identifié comme celui qui sème le bordel. C'est Chartrand, Conseil central de Montréal. Entre Pépin et Chartrand, c'est sûr que c'était pas la grande amitié. Il y avait, comment dire, des méthodes de fonctionnement très différentes. C'était deux anarcho-syndicalistes, cependant. Pépin, d'une façon, Chartrand, d'une autre façon. En fait, il y a un syndrome du Conseil central de Montréal. Quand Chartrand était président du Conseil central de Montréal, il avait tendance à interpréter ça comme étant le président quasiment de la CSN. Quand Larose était président du Conseil central de Montréal, il y avait des fois tendance, puis je le taquine encore là-dessus, il y avait des fois tendance à penser que le Conseil central de Montréal, c'est la CSN. Ça, c'est un syndrome un peu montréalais. Notre ami Duplessis, l'ami du peuple, il disait « J'aime pas les syndicats, si vous faites la grève, je vais vous mettre en prison. » Moi, il a pas manqué à peu près une dizaine ou une quinzaine de fois, je le sais pas. Puis le Trudeau, ben lui, il m'a fait un petit 4 mois tranquille. Pendant la crise d'octobre, jusqu'à la veille de mon anniversaire de mariage, le 17 février. Il est arrivé à 5 heures le matin, il avait dit qu'il ne viendra pas dans la chambre à coucher, mais j'étais dans ma chambre à coucher ce matin-là. Puis là, les gars sont arrivés, puis ma femme, qui est la fille d'un juge, puis bon, puis qui a des juges dans sa famille, elle dit « Avez-vous des papiers? » Il dit « Non, madame, c'est la guerre. » Il dit « On n'a pas de papiers. » Alors, j'ai ouvert la radio, puis j'ai entendu dire qu'on était en guerre. J'ai jamais su contre qui, mais on est en guerre pareil. Mais il y avait aussi, surtout, que l'arrivée massive
d'employés du secteur public et parapublic dans les années 60. Ça avait déstabilisé le membership de la CSN. La CSN, qui avait été mise sur pied par des cols bleus, par du monde des usines, des manufactures, etc. Là, il y a une arrivée massive de fonctionnaires, d'employés d'hôpitaux, de cols blancs, de spécialistes, d'ingénieurs, bon, etc. Ça change, ça débalance la composition de la CSN. Alors à ce moment-là, le monde du secteur privé, ils se disent on n'a plus notre place là-dedans, d'autant plus que les idées progressistes, comme l'indépendance du Québec, le socialisme, etc., ça pognait plus dans la région de Montréal et chez les employés, l'école blanc, tout ça, que dans les usines en région un peu partout. C'est un travail qui s'est finalement fait. Mais là, on vivait une accélération de l'histoire incroyable. Donc, ça a créé des tensions, puis bon. Il y a eu aussi à ce moment-là un phénomène, c'est-à-dire les trois centrales ont publié des manifestes. On était très, très militants, très à gauche. À CSN, c'est moi qui a tenu la plume qui a fait des réécritures, c'est-à-dire Ne comptons que sur nos propres moyens, qu'on a publié le 4 octobre 1971. Ensuite, la CEQ a publié l'école au service de la classe dominante. Et 6 mois plus tard, la FTQ a écrit L'État rouage de notre domination. C'est Frenette, je pense, qui avait écrit ça. Ça pouvait plus marcher. Donc, il y a eu une rupture. Et là, on a vu à l'œuvre le Parti libéral qui, par exemple, pour sortir la CSN de la construction, c'est notre ami Jean Cournoyer qui a fait la job, une loi taillée sur mesure pour faire une place à la CSD dans la construction. Puis bon, Jean Cournoyer qui avait été élu dans le Chambly, avec les hommes de Dédé Desjardins comme organisateur d'élections, comme Pierre Barois d'ailleurs, qui demeurait à deux maisons ici. Le moyen qu'ils n'utilisent pas suffisamment, les organisations syndicales, c'est l'opinion publique. La bataille de l'opinion publique. Mais à l'époque, on était des provocateurs d'opinion. On lançait des débats sociaux. On intervenait à la télévision, on intervenait dans la radio, on faisait la manchette des journaux régulièrement. Il y avait 2 chroniqueurs syndicaux à la presse. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul chroniqueur syndical à nulle part. Ils n'ont même plus besoin de demander le huis clos. Il n'y a pas de journalistes qui vont aux assemblées. T'sais. Alors, je trouve que, puis c'est parce qu'ils n'ont pas des moyens, ils ont plein de monde, du monde intelligent, brillant, mais c'est comme s'il y avait eu une cassure qui se disait, mais on n'est pas capable. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils reprennent le débat, qu'ils lancent le débat, les débats dans la société. Il y a plein de tribunes qui peuvent être utilisées pour lancer des idées, pour que ces idées-là soient reprises. Par exemple, les pages Idées du devoir. Les pages Idées du devoir, le devoir, c'est un tirage 30 000, 55 000 en fin de semaine. Mais c'est lu par ceux qui fabriquent par la suite l'opinion. Donc, il ne faut pas mésestimer la force d'un outil comme ça. Et s'il y avait une force d'entraînement, davantage participer, écrire dans les pages du devoir, c'est des idées qui sont là, qui ensuite essaiment un peu partout. Tu ne peux pas militer si tu penses que ce que tu fais n'a pas de valeur.
Et la nécessité pour un militant, c'est de savoir que ce qu'il fait s'inscrit dans une action plus large sur une trajectoire historique qui s'appelle la défense du bien commun, la défense des hommes et des femmes, la promotion de la liberté, la promotion du droit de parole, la promotion de la dignité. Et ça, quand tu es convaincu de ça, de plaider un grief, plaider un grief pour plaider un grief, c'est insignifiant. Mais plaider un grief en pensant que tu vas faire avancer les choses, que tu vas gagner un espace de liberté pour une personne, ça, tu t'inscris dans des luttes qui ont eu lieu au 19e siècle, dans des luttes qui ont eu lieu au 20e siècle, puis dans des luttes qui se poursuivent aujourd'hui sous d'autres formes. Sortez de vos bureaux. Sortez de vos bureaux, allez sur le terrain, allez faire de l'information corps à corps, allez convaincre vos camarades, vos collègues de travail, dans les milieux de travail, dans les cafétérias, à la sortie de l'usine, allez parler avec le monde, allez défendre les points de vue, les forces de progrès. Le monde ne devient pas connaissant par la force des choses. Il faut une démarche militant, puis c'est ça être militant, c'est d'aller voir l'autre, ton collègue de travail, puis d'entreprendre le débat, puis d'élargir le cercle de ceux qui savent pourquoi ils vivent, de ceux qui savent pourquoi il faut transformer les choses. C'est ça qui est important. Parce que sinon, la société est organisée, mon cher, pour que, c'est le vieux principe des Romains, hein, panem et circenses, du pain et des jeux. Le travail militant, c'est d'être sûr que ce qu'on fait est utile. Moi, il y a une phrase de Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, avec laquelle je suis en total désaccord et que je cite souvent. Gramsci disait « sans espoir, mais avec conviction ». C'est démoralisant terriblement, ça. Tu le fais, tu sais que ça ne changera rien, mais tu le fais. En 1974, l'Auto-Québec avait un slogan qui disait « Un jour, ce sera ton tour ». Ben moi, j'avais fait un slogan pour la CSN « Un jour, ce sera notre tour ». Parce que ton tour, c'est ce qui nous frappe actuellement, c'est l'individualisme, le chacun pour soi, un sauvetage personnel, alors que le nôtre, c'est le nous, le monde ordinaire qu'on avait inventé en 1971. Nous, le monde ordinaire, si nous, on est le monde ordinaire, il y en a qui ne sont pas du monde ordinaire, il y en a qui sont les nous-qui puis les qui-nous. Tu sais. Comme un militant à cette île, dans son épouse, avait inventé ça. Nous qui souffrons, nous qui travaillons, nous qui sommes exploités, qui nous exploite, qui nous fait souffrir, les nous-qui puis les qui-nous. Je pense que la première chose à faire pour un militant, c'est d'abord de savoir de quoi il parle, de connaître les grands enjeux. Tu sais. Par exemple, de lire, de s'informer. Le livre de Alain Delot sur les paradis fiscaux, quelqu'un qui passe à travers ça, il est organisé pour avoir un débat avec n'importe quel capitaliste. Tu sais. Le livre que Stéphane Paquin de l'ENAP, un de mes collègues du collectif pour la social-démocratie, vient de faire, Social-démocratie 2.0, où il fait une comparaison entre le Québec et les pays scandinaves, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, et où il fait la démonstration avec d'autres que ces pays-là, sociaux-démocrates, transcendent les économies néolibérales, et on est, ici au Québec, le seul coin en Amérique du Nord qui a des ressemblances certaines avec ce qui se passe dans ces pays scandinaves-là. C'est les plus hauts taux de syndicalisation dans le monde, hein? Sauf si on fait exception de la Belgique, qui a 90%, mais là, c'est quasiment 100% de la masse ouvrière qui est syndiquée. Ici, c'est 40%. Alors, ça fait la démonstration que le syndicalisme n'est pas un empêchement à l'enrichissement collectif, n'est pas un empêchement au progrès d'une société. Au contraire, ça devient un vecteur de progrès, comme ce l'est dans ces pays-là. Puis comme ce l'est ici au Québec, où à 40% de syndicalisation, ça se compare à 8-9% aux États-Unis, puis à 29% dans le reste du Canada. Mais ça transpire aussi dans les politiques sociales qu'on s'est données. Selon cette
certaines études, il y a 5% des personnes qui font dans la vie ce qu'elles avaient rêvé de faire. Moi, quand j'étais à 11 ans, je voulais être missionnaire parce que je voulais aider les autres. Ça a changé. Je suis entré à la CSN. J'ai passé là 30 ans. On faisait des semaines dans les meilleures années de 70 à 80 heures minimum. 7 jours par semaine, règle générale. Mais je recommencerai demain matin. À cette époque-là, aujourd'hui, je sens que j'aurais plus de difficultés. Ça s'est alourdi, mais je regrette strictement rien. Mais alors, strictement rien. Les salaires à la CSN, ça n'a jamais été bien fort. Mais moi, le plus gros salaire que j'ai souvent eu, c'est quand tu as travaillé pendant des semaines, sinon des mois, avec un groupe en grève, puis qu'il te rende quelque chose. Puis qu'à la fin, une soirée, tout ça, là. Et tu sais, souvent, c'est pas du monde qui ont la parole facile et tout ça, là. Mais quand ils viennent te donner la main, puis que tu sens quelque chose dans la gorge qui se noue, puis qu'ils ont les yeux un peu voilés, là, puis qu'ils disent merci, tu nous as rendu des bons services. Ça nous des grosses augmentations de salaire.